Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodibi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Mesdames, Messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver pour votre émission Point 7, et bien sûr qui vient faire le point de chaque semaine. C'est pour ça que le nom de l'émission est bien sûr comme ça. Point 7, c'est le point des 7 jours de la semaine. Et donc, on se retrouve pour la bonne cause et pour poursuivre ce débat si intéressant, totalement enflammé, qui avait fini. Et bien sûr, l'émission de la semaine dernière, c'était bel et bien l'inexistence d'un candidat pour 2026 à ce jour. Le débat était vraiment enflammé, le sujet était passionnant entre les deux débatteurs aujourd'hui. Et ils sont trois. Alphonse Moïse Souli, bonjour. Bonjour à vous, Peggy, bonjour à toutes et à tous, et bonjour à tous les confrères avec qui je me retrouve en studio. Merci d'être avec nous, Emmanuel Tambéré. Bonsoir, monsieur Peggy, comment vous allez? Nous allons super bien, et vous-même? Super bien, je suis très content d'être là, en famille. Activiste sur les réseaux sociaux, Ishola Tiguin, bonjour. Bonjour mon cher Peggy Ludovic Dagba, je salue cordialement notre cher invité Moïse Alphonse Soudé, je salue également Emmanuel Tambéré, l'activiste devant les hommes, devant Dieu, devant les hommes, j'allais dire. Et je fais également un big shout-out à toute l'équipe technique qui s'affaire autour de cette émission pour que nous ayons une bonne qualité d'écoute. Avec à leur tête, bien sûr, Emmanuel, Alain Alou, qui donc s'affaire pour apporter et mettre les dernières touches afin que cette émission parvienne dans les meilleures conditions aux auditeurs de Diaspora FM. Alors, je le disais tantôt, l'aîné n'était pas là, mais il est là aujourd'hui. Il prendra part à ce débat. Pourquoi, selon vous, on n'a pas encore un candidat jusqu'à présent? Emmanuel Tambéré et Jola Dingué se sont, on va dire, évertués à démontrer l'impossibilité de la chose face au rouleau compresseur que l'opposition a en face. L'opposition elle-même qui n'a aucun candidat jusqu'à présent. Ils me diront certainement encore au cours de cette émission, puisque c'est la thèse qu'ils étaient en train de soutenir, eh bien que c'est parce que la stratégie en face est implacable. Alors, que pensez-vous, Alphonse Moïse Soudé, vous, de cette question? Pas de candidat jusqu'à présent en vue pour 2026. Non, il n'y a ni de candidat au niveau de la mouvance, ni de candidat au niveau de l'opposition. Vous savez, aujourd'hui, au niveau de la mouvance, il y a plus de difficultés à désigner le successeur de Patrice Talon. C'est compliqué. C'est vrai que nous avons le réseau de son cher ami Olivier Bokor qui parcourt monts et vallées pour convaincre les Béninois de l'opportunité de désigner Patrice Talon, de désigner Olivier Bokor. Mais au sein de la mouvance, c'est la guerre qui ne dit pas son nom. C'est la guerre des intérêts. Tantôt on parle d'un certain professeur Jogbenou, tantôt vous allez voir les actions éclairs de Luc Atroko qui s'annoncent tranquillement. D'un autre côté, on vous dira que c'est le tout-puissant ministre des Finances qui, dans son mono natal ou Koufo là-bas, déjà ses frères se mobilisent autour d'eux parce qu'ils estiment que le pouvoir n'est jamais allé dans ce coin-là. Donc si on désignait leurs frères pour être candidat à la présidentielle, ça sera bienvenu pour eux. Là, le renard de Diakotome pourrait refaire surface. Donc il y a beaucoup de problèmes parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Patrice Talon a besoin de quelqu'un capable de lui assurer ses arrières. Ne nous trompons pas. Vous savez très bien que le chef de l'État, au-delà de son titre de président de la République et opérateur économique, entre-temps aussi a des affaires au soleil. Donc, si il ne trouve pas le bon dauphin, selon mon regard, il y a eu, en partant à souhaiter que ça soit Zinsou, au détriment de Abiola, qui était celui envisagé par le parti, et ça fait flop. Et puis aujourd'hui, dès que le régime de la rupture est arrivé,
beaucoup de décrets ont été annulés systématiquement, beaucoup de sociétés ont disparu. Donc, il y a que le président Patrice Talon est en train de chercher celui qui va lui assurer ses arrières. Quand je dis arrière, c'est sa sécurité politique, sa sécurité économique. Donc, à ce niveau-là, il n'en trouve pas encore. La sécurité de ses affaires. Parce que quel que soit, ça là, allez l'écrire quelque part, quel que soit celui qui va amener, même si c'est son fils, et que celui-là se rend compte qu'il, en tant que président, il n'a pas les coudées franches pour agir et que il doit à chaque fois se référer à l'autre, il va mettre les pieds dans les plats, ça sera à terre. Et quand vous allez au niveau de l'opposition, qui vous souviennent qu'au départ, en 2021, Éric Joël Aïvo était le candidat que tout le monde attendait de la part des démocrates. Quand un matin, on apprend que Madougou est descendu, parce qu'il a estimé qu'il faut qu'une femme prenne le pouvoir. Et vous avez vu la césure en même temps au niveau du Parti des démocrates. Et actuellement encore, le débat se fait autour de Éric Ondete et de Nouréni Achadé. Donc, quand vous rentrez dans ce parti-là, il y a deux camps. Il y a deux camps, ne nous trompons pas, il y a deux camps. Le camp de Éric Ondete et le camp de Nouréni Achadé. Vous allez voir les conditions dans lesquelles on a botté Éric Ondete à la touche à Parakou. Il n'y a pas eu vote. On a dit il y a eu désignation par consensus du président. Donc aujourd'hui, dans tous les partis politiques, le problème se pose. Et je crois que si nous ne faisons pas attention, nous allons avoir un président à la sénégalaise. C'est-à-dire que quelqu'un va sortir du néant et prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, vous suivez bien l'actualité. Il y a la génération Aïvo qui déjà parcourt Monts et Vallées pour faire la promotion de Joël Aïvo. Est-ce que Joël Aïvo sera le joker de Patrice Talon qui va sortir de prison blanchi, comme on a blanchi Zinsou? Zinsou a été blanchi, Lionel Zinsou a été blanchi. Est-ce qu'on veut faire le même schéma avec, avec Joël Aïvo? Entre-temps, Yahi et ses compères font la même chose pour Rikiat Madougou. Il faut libérer Rikiat. Est-ce que ça n'augure pas d'une tension? Parce que si Patrice Talon ne trouve pas l'homme de confiance dans son camp, il ira chercher ailleurs. Ça, c'est une évidence. Parce qu'aujourd'hui... Et ça, personne n'y pense, hein? Non, il faut y penser. Moi, j'ai déjà pensé à ça depuis parce que les trois noms que je vous ai cités au niveau de la mouvance, non quatre, on parle d'Olivier Bokor, qui est très proche de Patrice Talon, qui a participé plus ou moins à la gestion du pouvoir. On parle de Ouaraï, qui est le ministre des Finances, qui maîtrise la plupart des montages financiers. On parle de professeur Djogbenou, qui a été l'avocat de tout le temps de Patrice Talon. Et puis, on parle de Joël Aïvo. Il faut que les Béninois sachent que Joël Aïvo était avec Patrice Talon dans la première monture. Ils ont travaillé au départ. Ils ont travaillé avec la première monture de la Constitution. Ils ont travaillé avec le professeur Victor Padonou. Il y avait eu un temps, ils ont été payés à 10 millions et puis ça fait des casses. Donc, il faut dire que il y a beaucoup de schémas qui se dessinent. Et puis bon, au niveau de l'opposition, aujourd'hui, quand nous tenons compte de l'actuel code, je l'ai dit la dernière fois, nous aurons maximum 4 duos. L'opposition n'aura qu'un seul duo. Si entre-temps, quelqu'un ne quittait pas la BAC, parce que dans la désignation de leur duo, si ils sont pas d'accord, ils sont 28, juste limite. Donc, ils vont perdre. Au niveau de la mouvance, avec les accords de gouvernance, ils peuvent se retrouver avec 3 candidats. Donc, il faut que l'opposition s'entende. Si un seul député, parce qu'ils n'ont pas de maire, un seul député déserte le rang, c'est que l'opposition n'a pas de candidat. À moins que, avant 2026, c'est ma certitude, ça va arriver. Quand vous suivez les pros Olivier Bokor, avec le code actuel, Patrice Talon est le seul maître à bord. Seul maître à bord. Donc, il faut que les hommes politiques béninois puissent militer à la révision, une nouvelle révision du code électoral pour ramollir les angles. Sinon, à cette allure-là, tout c'est que c'est dressé, quoi. On aura d'abord un parlement monocolore. Ça peut être rien que les gens de l'opposition, comme ça peut être rien que les gens de la mouvance. Donc, quelque part, quelqu'un va perdre si on ne se ravise pas à relire le code et à corriger beaucoup de choses. Alors, voilà le tableau dressé par Alphonse Moïse Soulé qui, ma foi, ne va pas dans le sens de mes 2 autres débatteurs, Zénomé et Jola Diguin, eux qui pensent que vraiment, jusque-là, personne ne peut lever son tout petit doigt pour dire qu'il est candidat. Vous maintenez la thèse? Non, je crois que
mon cher aîné l'a dit tout à l'heure, il a suffisamment ressassé. De part et d'autre, nous avons beaucoup de difficultés. En l'occurrence, Patrice Talon aujourd'hui, qui est piqué par le virus de fin de mandat, a beaucoup de difficultés à trouver, n'est-ce pas, un dauphin qui pourrait, n'est-ce pas, assurer ses arrières, comme l'a dit mon cher Moïse Soudé tout à l'heure. Et donc, de l'autre côté également, au niveau des démocrates, l'opposition radicale, je crois qu'à ce niveau, il y a cette phobie, cette peur, n'est-ce pas, de révéler, n'est-ce pas, ou travailler tout simplement à révéler le nom d'un candidat au risque, n'est-ce pas, de se faire taper sur les doigts. Et vous suivez mon regard, vous le savez très bien, au regard du modus operandi que auquel nous assistons avec le pouvoir actuel. Je ne crois pas qu'il y ait, n'est-ce pas, celui-là qui est, n'est-ce pas, la baraka de s'aventurer, n'est-ce pas, sur ce chemin, sur cette piste. Et donc, vous savez déjà tout ce qui pourrait arriver dans le contexte actuel. Et donc, de part et d'autre, je crois qu'il y a assez de difficultés, comme l'a dit mon cher aîné Alphonse Soudé tout à l'heure. Je crois que cela n'a pas empêché quand même de nous sortir des schémas, des possibles schémas, oui, auxquels personne n'avait pensé, surtout dans le cas de Joël Aïvo. Oui, évidemment, je crois que dans le camp Patrice Talon, il y a l'équation Olivier Bocca aujourd'hui. D'accord? Dans le camp des démocrates, je crois qu'il y a l'équation Madougou et Joël Aïvo. Et donc, comment est-ce que tout cela pourra être réglé? Et on attend de voir. Mais dans un cas comme dans un autre, actuellement, je crois que les schémas qui se présentent ne sont pas de nature à rassurer les populations béninoises, puisque, comme l'a dit tout à l'heure mon cher aîné, je crois que Patrice Talon est en quête d'un dauphin qui pourra, n'est-ce pas, assurer ses arrières. Et je crois que c'est légitime pour tout un président qui arrive en fin de mandat. Si, entre-temps, on n'est pas, n'est-ce pas, on n'assiste pas à un séisme au niveau institutionnel, comme le disent, bon, c'est une hypothèse, je ne suis pas péremptoire, mais c'est une hypothèse. Si la Constitution, notre loi fondamentale, notre Bible nationale n'était pas n'est pas prise en otage ou révisée par le chef de l'État, ou qui pourrait, n'est-ce pas, trouver une formule, vous le savez très bien. C'est un véritable dandy qui a plusieurs schémas, plusieurs trous dans sa gibecière. Il pourrait, n'est-ce pas, nous conduire, n'est-ce pas, sur une piste indescriptible ou imprévisible. Emmanuel Tambéré. Bon, je remercie mes prédécesseurs qui ont su bien planter le décor. Je pense que oui, effectivement, on loupait quand même la piste Joël Aïvo dans le sens qu'elle présentait tout à l'heure. C'est un schéma aussi qui est prévisible. Mais sachez que je pense qu'il n'y a pas encore péril en la demeure parce que on a des noms. Il y a des personnalités qui sont quand même connues, il y a des schémas qui sont quand même, voilà, qui continuent d'être dévoilés, qui seront encore dévoilés dans les jours à venir. Donc, votre inquiétude, c'était que il faut que des gens se dévoilent pour qu'on les connaisse, qu'on essaie de savoir qui est capable d'être au pouvoir pour qu'on ne soit pas du jour au lendemain exposé à un candidat qu'on choisit d'un seul coup. Donc, voilà, il y a des noms qui sont en train de sortir. Et c'est sûr qu'il y a d'autres noms qui sortiront, comme je l'ai dit. Et le peuple a donc le temps d'être en train d'évaluer parmi ceux-là, dont les noms sont en train d'être cités, qui est fiable, à qui est-ce qu'on peut confier. Mais sachez que qu'on rappelle, le Béninois aime la tenance. Mais c'est le combat de Patrice Talon en ce moment. Parce que lui, il doit tout faire pour déjouer cette attenance qui s'est toujours produite depuis que nous avons depuis que nous sommes depuis l'ère démocratique, il y a toujours eu comment on appelle, attenance. Donc là, ce sera difficile pour Patrice Talon si vraiment la tendance venait à être une réalité. Au vu de tout ce que nous connaissons, comme on l'a dit. La tendance peut intervenir, ça lui échapper, si c'est lui qui, franchement, a réussi à décrocher, à dénicher l'oiseau qui lui faut le plus.
Eh oui, mais c'est l'oiseau qu'il le faut le plus, c'est pas l'oiseau qu'il faut le plus au peuple. Donc, c'est au peuple de décider. Lui, il peut dénicher l'oiseau qu'il le faut le plus, mais il faudrait que cet oiseau soit aussi l'oiseau du peuple avant que. Donc, je pense quand même que il réfléchit, à son sein il réfléchit, et ce n'est pas par hasard que nous avons ces noms. Surtout du côté de la mouvance, si certains noms sont autorisés quand même à sortir, je pense que c'est pour des tests, c'est pour voir comment est-ce que le peuple... L'exercice auquel je vais nous convier maintenant, ce sera d'évaluer un peu la chance de ces possibles schémas. Par exemple, comment la mouvance, bien sûr, réagira si le chef de l'État réussissait à sortir du chapeau comme ça un certain Joël Frédéric Aïvo. Quelle sera la réaction ou l'accueil que la mouvance présidentielle va réserver à un tel schéma, par exemple, selon vous? Ça, c'est la belle surprise de ce débat. Je l'avoue, quand ce nom est sorti, et dans quel camp en plus. J'ai vu ça tout de suite aussi. Mais sachez que quoi qu'il en soit, quel que soit le choix qu'il va opérer, il y aura toujours ceux qui seront satisfaits, il y aura toujours des frustrés. Donc c'est clair. Aujourd'hui, dans sa guerre avec Joël Aïvo, il y en a qui se sont plus emportés, qui ont laissé les émotions les emporter, ils ont dit des choses encore plus blessantes que même le chef de l'État. Le chef de l'État n'en parle même pas trop. Donc lui, il dit toujours que c'est la justice qui joue son rôle. Donc, mais il y en a qui, donc, au sein de la mouvance, qui savent justifier, qui savent démontrer, qui ont peut-être plus blessé, voilà, ils voient que, et quand ils se rendent compte que c'est lui qui peut être le candidat, ils se disent que là, ça devient sérieux pour moi. Donc, c'est clair que si je choisis aujourd'hui, je vais là, dans son cas, il y aura des frustrés, il y aura peut-être des contents. Mais, c'est une option très risquée pour lui. Moi, je le pense, parce que on n'oublie pas facilement la prison, hein. On n'oublie pas facilement ce qu'on a subi en prison. Donc, ce n'est pas parce qu'il va il va le promettre le pouvoir qu'il va penser que Joël Aïvo va pouvoir oublier ce qu'il a fait. Il a pris Yahi, qui a amené Yahi, c'est lui. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait finalement de problèmes entre eux. Et les bons amis d'hier sont devenus aujourd'hui de vrais ennemis aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un ennemi qui pourra être converti en ami et ce sera sûr que c'est des arrières assurées. Moi, je pense que... Vous savez qu'en terrain politique, les intérêts se jouent, hein. C'est face aux intérêts qu'on décide. Oui, une fois qu'on a le pouvoir, beaucoup de choses, les donnes changent aussi. Aujourd'hui, il a les quatre, il peut proposer. Je suis sûr que s'il propose ça à Joël Aïvo, il va accepter. Mais vous n'en savez rien. Non, mais pour sa libération, le problème, c'est que au niveau des démocrates, effectivement, ils ne font que la promotion de Rekia Madougou. Les démocrates ne... Donc, les jeux sont clairs. Les jeux sont clairs. Là-bas, Aïvo n'a rien à espérer du côté des démocrates. Pas vraiment. Selon moi, pas vraiment. Ce n'est pas sûr. Donc, voyant, s'il voit de l'autre côté que, bon, là, il a, en plus, c'est la carte, c'est le côté où c'est de la force actuellement. Et donc, je pense qu'il sera tenté par la proposition. Mais, moi, je me demande, quand il aura les pleins pouvoirs d'agir. Quand sera-t-il? D'accord, grande question. J'aurais dit sur ce possible débat. Est-ce que vous le voyez prospérer? De mon point de vue, cela paraît un peu hypothétique parce que je ne vois pas Patrice Talon œuvrer pour la libération de Joël Aïvo. Je crois qu'à maintes reprises, il s'y est opposé. Et donc, plusieurs fois, les démocrates, Yahi n'a cessé, n'est-ce pas, de porter la doléance vers la mouvance présidentielle, le chef de l'État en l'occurrence, mais il s'y est catégoriquement opposé. Et donc, aujourd'hui, choisit un certain Joël Aïvo qui est embastillé, qui est en prison. Cela, de mon point de vue, paraîtrait un peu à haut risque, parce que il ne peut pas, même si de la prison, il était, pas extraordinaire élu, est-ce que Patrice Talon, qui a encore les cartes en main jusqu'à la dernière seconde, est-ce qu'il pourra, n'est-ce pas, accepter que l'homme soit libéré? Je ne crois pas. Et donc, ce schéma, de mon point de vue, paraît un peu hypothétique. D'accord. Alphonse Moïse-Souley? Non, vous savez, nous sommes sur un terrain politique, hein, et regardez le discours, je suis d'accord avec Emmanuel. Regardez le discours politique de Yahi.
il évoque rarement le nom de Joël Aïvo. Ne nous trompons pas. Quand ils étaient allés au palais, c'est tout le temps. Et Talon a opposé un refus catégorique par rapport à la libération de Madougou. Il n'a pas cité le nom de Joël. Écoutez bien les discours. Donc, les gens ont compris que le problème de Yahi, c'est Madougou, libérer Madougou de prison, parce qu'elle était tranquillement là-bas. Quand les Béninois n'avaient pas imaginé que Madougou serait candidat à la présidentielle. Tout le monde a dit, vu que Joël a commencé sa tournée avec ses amis, on a dit, bon, Joël sera parrainé par les démocrates. Quand un matin, on nous dit, non, ben, c'est Yahi. Vous avez vu les difficultés dans lesquelles on a mis Joël. Joël n'a pas pu avoir le parrainage pour être candidat. Madougou, finalement, ceux qui lui ont promis le parrainage n'ont pas pu, puisque l'information a fuité. Et puis, bon, Patrice Talon a pris ses responsabilités. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, Joël ne loin plus du côté des démocrates. La preuve, on a la génération Aïvo qui fait un travail sur le terrain. Et aujourd'hui, la réalité, c'est quoi? L'essentiel, c'est d'avoir d'abord les parrainages. Et nous savons comment on peut avoir les parrainages. Quand vous prenez les autres candidats, écoutez, le professeur Djogbenou, à la 16e, quand on avait les législatives, il a été élu sur le fil du rasoir. On l'a laminé pratiquement, on l'a laminé. Et ça donnait quoi? Luc Atropo, c'est encore plausible parce que lui, il était à Boyko. On l'a fait venir à Cotonou pour occuper la mairie et observer ces derniers temps de petits cadeaux. Parce qu'on sait comment ça se passe. De petits cadeaux, des casques un peu partout. Bon, c'est moi, Luc Atropo. Vous ne m'avez jamais vu, mais c'est moi l'homme. Et tu es émo. Voilà, regardez-moi. Donc, si entre-temps, on a déjà vu ça ici avec Edgar Elia qui distribuait les livres dans les écoles finalement, qui est devenu député. Bon, donc, il faut suivre mon regard. Ouadani, c'est l'homme de l'ombre qui maîtrise le système financier de Patrice Talon. Donc, aujourd'hui, Patrice Talon a besoin, quand vous regardez autour de peut-être qu'il va sortir l'oiseau rare. Mais l'oiseau rare ne peut pas lui garantir une sécurité politique et économique à 100%. C'est impossible. C'est impossible. Pourtant, c'est ce qu'il recherche. Écoutez, moi, je m'amuse à avoir dit, allez, j'étais un coup d'œil sur la situation en Angola. Celui qui est venu au pouvoir, on l'a choisi, on lui a fait la campagne, on lui a donné le pouvoir. Mais quand il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par décimer la famille du président. Parce que, tu sais ce qu'il dit? Quand il est venu, il a vu que les Kabila avaient tout en main. Il ne peut pas continuer là. Il a d'abord essayé, l'Assemblée nationale a voulu le contrôler, le déstabiliser. Mais ce qui va se passer au Bénin, regardez très bien, en 90, quand Soglo voulait partir, les mêmes qui ont soutenu Soglo ont dit, pas avec Minadoua. Ceux qui ont dit, si Yahi dit d'aller à gauche, à droite, mais après, ils ont quitté là-bas. Quand Patrice Talon était venu, il n'avait pas de député à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, il faut que... c'est vrai qu'on a raté la révision la dernière fois, j'ai dit on a raté parce que certains de la mouvance se sont déjà montrés pour dire ils vont voter contre. Mais je ne sais pas, suite à la rencontre avec le chef de l'État en présence de son ami, ça fait flop. Donc aujourd'hui, si on ne révise pas ce code-là, c'est que celui qui va sortir du camp de Patrice Talon va passer. Donc il va falloir que les députés, parce que j'ai dit aux députés de ne pas penser qu'eux-mêmes les vont rester. Tel que les lois sont libérées, il va remplacer tout le monde avant de partir. Donc, il est en train de réfléchir, comme me l'a dit un ami dit, si Patrice Talon a un plan B, c'est qu'il en a jusqu'à Z. C'est que dès qu'il constate que le premier plan a échoué, donc c'est normal pour lui d'assurer ses arrières. Parce que quand on voit à l'avènement de ce régime, on a annulé une centaine de décrets de Yahi. On a annulé des décrets. Donc, l'État, c'est comme ça. Si quelqu'un vient et qu'il est proche de Yahi ou bien qu'il est proche de quelqu'un, c'est une affaire d'intérêt. J'ai été brimé pendant 10 ans sous le régime de Patrice Talon. Si j'étais d'avenir au pouvoir, la première des choses, c'est que tu me réhabilites. Ils seront réhabilités. Donc, le terrain politique, les jeux sont... En fait, c'est au sein des partis qu'ils vont se tuer en griffe. Parce que si les partis sont sérieux, on doit organiser qu'on appelle les primaires. Et le problème de Éric Moundete, les démocrates, apparemment, certains ont reproché à Éric Moundete d'être proche de Patrice Talon. Et c'est pourquoi on l'a fait partie de la tête des démocrates. C'est ça qu'on ne nous dit pas. On a dit il est proche de Patrice Talon. Donc, il pourrait obtenir facilement les parrainages, rester au pouvoir et faire le jeu de Patrice Talon après le départ de Patrice Talon. Donc, aujourd'hui, il sera difficile de dire qui serait le président. Vous allez voir, personne ne s'occupe du cas de la vice-présidence.
Non, tout le monde sait. Le président sait que qui nous dit que d'ici avant 2026, on ne va pas supprimer ce poste-là. Parce que toute révision est possible. C'est seulement 6 mois avant l'élection présidentielle qu'on ne doit pas. Et ce qui a, c'est un enjeu. Ce sont les élections générales. C'est-à-dire que si Patrice Talon ne s'organise pas bien, mais député, président, il peut tout perdre. Donc, il faut qu'on fasse attention. Depuis un certain temps, je ne vois plus les députés griots de la mouvance monter au créneau pour parler. Ils savent, parce que je leur ai dit, est-ce que eux-mêmes, là, en votant ce code-là, ils l'ont bien lu? Vous voyez ce qu'on a donné, les délais. A dit, on dépose d'abord les dossiers pour la présidentielle. Je suppose que nous sommes tous de la mouvance. Celui qui refuse de donner son parrainage, ce n'est pas évident qu'on le positionne. C'est fait à dessein. Donc, si tu refuses de donner ton parrainage parce qu'on dit que ce sont les responsables du parti qui désignent. C'est eux qui vous désignent le candidat que vous allez parrainer. Le jeu est bien clair. Donc, Patrice Talon a encore les ficelles à la main. À moins que les députés de la mouvance au dernier moment ne se réveillent et disent non, nous, on veut réviser la Constitution. Ils l'ont déjà raté la dernière fois. Ils auraient pu, parce que, qu'on le dise ou non, Olivier Bokor a une certaine ingérence au niveau de la mouvance. Le volet politique, là, je le lui reconnais, il est puissant. Il a fait beaucoup de députés, il a fait beaucoup de directeurs généraux, il a fait des ministres. Donc aujourd'hui, comme l'a dit Ibrahim, c'est que personne ne veut lever la tête. Patrice Talon va lui couper la tête. On fouille dans vos dossiers, on vous envoie la criette, on vous dépose à Misrete. Vous allez vous taire. Donc aujourd'hui, beaucoup ont peur de se prononcer. Même s'ils ne sont pas d'accord, ils sont obligés d'avaler leur fierté et de se taire. Parce que si tu lèves la tête aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais, non, le ministre Abimbola est parti, on a dit qu'il est permissionnaire, on a fait toutes les interprétations possibles. Donc, nous sommes déjà dans la droite ligne. Parce que le bilan, on a commencé par dresser le bilan de Patrice Talon déjà. Et quand on dresse le bilan de Patrice Talon, il y a forcément des hommes qui sont comptables de la gestion de Patrice Talon. Wadani est comptable de la gestion de Patrice Talon. Du coup, Diogbenu est comptable de la gestion de comment on appelle, Olivier Bokor, n'avait aucune responsabilité. Donc, c'est l'ami de l'autre. Et celui qui a peut-être la chance, qui ne peut pas être directement comptable de la gestion de Patrice Talon, c'est Lucas Trocco. Point. Donc, vous voyez, le temps se chargera de nettoyer chacun, quoi. Quand on m'a dit, tu as été avec lui pendant 10 ans, vous nous avez proposé 35 marchés. Il a fallu 8 ans pour en construire 20. Est-ce que le court délai qui vous reste là, vous allez faire? Vous avez parlé de lycée moderne. Est-ce qu'on a eu ça? Les stades, est-ce qu'on a eu ça? Logements sociaux, on a dit. Est-ce qu'on a eu ça? Est-ce que jusque-là, c'est livré, c'est habité? Donc, non, voilà, donc, si vous allez sur les réseaux sociaux, les gens ont commencé par dresser déjà le bilan de président Patrice Talon. Certains disent à la fin du régime, vous n'aurez pas d'éléphant blanc. Je le souhaite vivement. Donc, voilà des choses qui vont. C'est vrai que la plupart de nos populations sont analphabètes. Mais c'est ce que les intellectuels viennent lui dire. Mais aujourd'hui, les populations observées, depuis 2016, il y a des couples qui n'ont plus de boulot parce que peut-être le couple travaillait à la Sonapra, ben, blanc, on les a mis dehors. Des gens travaillaient à la Sobemar, on les a mis dehors. Sonacor, on les a mis dehors. Donc, il y a que... Au NASA. Vous n'avez pas dit à mes amis de Soleil FM, de Sika TV, de Goff FM, de Goff TV, d'oublier qu'entre-temps, on a fermé, sous ce régime, on a fermé l'heure. Chacun va utiliser ses ressentis pour faire la campagne, c'est ça. Donc, je dis, on va se retrouver peut-être dans le schéma de Diomaye Faye au Sénégal. Tout le monde, personne n'avait pensé qu'il serait là. C'est sous la contrainte que... Mais Alphonse Maurice, l'autre a été obligé de lui laisser le pouvoir. Ce cas-là n'est-il pas typique quand même parce qu'on les a vus se battre, on les a vus subir la furie, les furies du pouvoir. Mais ça ne les a pas du tout désamorcés. Ils ont tenu jusqu'à aller au bout. Diomaye Faye, on a entendu son nom quand? Tout le temps, c'était son cours. Tout le temps, c'est son corps. Il était sous. Il était sous son corps, mais c'est sous la contrainte. C'est parce qu'on dit, tu peux pas être candidat. Désigne quelqu'un d'autre. On a trouvé une solution quand même. Il a trouvé une solution. Le parti a trouvé une solution. Ce qui s'est passé au Sénégal, ça peut se passer dans un parti politique au Bénin. Si vous pensez que moi, je suis dans l'incapacité d'être président de la République, on dit, bon, désigne quelqu'un d'autre. Et je dis, c'est mon frère. Je laisse celui qui doit être là. Je vais pas que parce que nous avons des petites querelles de personnes. C'est ça. C'est ça qui va arriver. Donc, aujourd'hui, Patrice Talon continue de réfléchir. Celui qui va me dire que Patrice Talon ne réfléchit pas à sa succession, c'est un menteur. Il est en train de réfléchir. Parce que
vous savez en quoi quand les gens disent que les Béninois sont des peureux, je regarde, je ris. Le Béninois, il t'attend au carrefour. Fais tout ce que tu veux, je t'attends au carrefour. Quand on a voulu faire l'élection de 2016, il a donné, le gouvernement en conseil des ministres a libéré 350 millions pour la Sénat pour qu'il ne soit pas corrompu. Les gens ont pensé que bon, avec ça, on allait donner le pouvoir à Zissou, mais flop, Zissou n'a pas gagné, Donc, on sait que à un moment donné, chacun défend son nom. Chacun défend son nom. Personne ne voulait, on dit, Yahi a fait de bonnes choses. Mais Talon, comment ça s'appelle? Soglo avait fait de bonnes choses. On a fait partie. Kérékou avait fait de bonnes choses. Sous Kérékou, il n'y a pas eu de dauphin. Sous Yahi, il a fait de bonnes choses, mais son dauphin n'est pas passé. Patrice Talon a fait de bonnes choses. Ça ne veut pas dire que forcément son dauphin va passer. Nous sommes tous d'accord qu'il y a alternance. On va pas prendre le même, en tout cas depuis 90 là, on ne prend pas le successeur dans le camp de celui qui a quitté le pouvoir. Il faut que les gens retiennent ça. C'est la sociologie, il faut retenir ça. Donc, et vous pensez qu'il en sera encore ainsi? On n'est pas prêt d'arrêter ce schéma-là. Je crois que c'est bien clair. Il y a deux éléments que je voudrais souligner. Les Béninois ont horreur du dauphinat. D'accord? Lorsque vous finissez, vous partez à Bleu-Téfon, Ouaï, et on choisit quelqu'un d'autre viendra s'installer. Tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a jamais empêché quelqu'un de faire 2 mandats, si ce n'est Soglo. Et voilà. Et donc, Patrice Talon est conscient de ça. C'est pour cela qu'il, ayant beaucoup de tours dans sa gibecière, est en train de penser à tous les schémas possibles. Son plan, c'est de A jusqu'à Z. Et même au-delà, s'il en existe. Personne ne peut déceler un seul plan? Non, lui, c'est sa façon de fonctionner. Et désormais, tout le monde le sait. Et donc, vous-même, lorsque vous êtes en face de Patrice Talon, vous devez, n'est-ce pas, être à même de prévoir plusieurs schémas, faire beaucoup de simulations, même s'il faut faire appel à des experts les plus réputés du monde entier, il faut le faire. Sinon, Patrice Talon finira par avoir le dessus sur vous. Le deuxième élément que je voudrais souligner, aujourd'hui, nous le savons, mon cher René l'a évoqué tout à l'heure, le régime Patrice Talon, dans tous les cas, a détruit plus d'emplois qu'il en a créés. Il a fait beaucoup de chômeurs. Beaucoup de personnes meurent. Allez un peu dans les hôpitaux pour aller voir. Le stress aujourd'hui, les maladies cardiovasculaires sont passées par là. Et donc, les Béninois ont leur manière de sanctionner un régime, un pouvoir. C'est à travers les urnes. D'accord? Et donc, par rapport à ça, tout le monde attend et prie, n'est-ce pas, religieusement pour que 2026 arrive. Ils sont même pressés. Parce qu'au regard, n'est-ce pas, de la galère ambiante, la paupérisation qui, aujourd'hui, tient en laisse les Béninois, ils attendent, n'est-ce pas, 2026 pour sanctionner le régime actuel. Je le dis, c'est le régime actuel, le régime Patrice Talon. Et donc, ne voulons pas se laisser faire. Attention, en tout cas, prions pour que 2026, nous l'amorcions, n'est-ce pas, le tournoi de 2026, nous l'amorcions dans la paix, dans la quiétude et assister à des élections libres, transparentes et, n'est-ce pas, équitables, comme le prône, le recommande vivement l'Église catholique à travers la conférence épiscopale. Et donc, si on doit aujourd'hui aller aux élections de façon transparente, d'accord, nous laissons le choix à tout le monde de choisir, de parrainer le candidat qu'il veut, que nous allons aux élections en toute équité. Et je crois que même le régime actuel, les dignitaires du régime actuel le savent. Patrice Talon et toute sa galaxie savent qu'ils n'ont pas la côte. N'est-ce pas? Oui, pour remporter les élections. Ils le savent. C'est pourquoi ils font tout aujourd'hui pour que la mouvance aujourd'hui qui a comme un polichinelle dans son tiroir est enceinte. Et donc, en termes clairs, et comment est-ce que elle pourra enfanter cet enfant pour qu'il n'y ait pas de quoi, pour qu'il n'y ait pas de difficultés, pour qu'il n'y ait pas de blessures, tout ça. Donc, ils sont en train de réfléchir à tous les schémas. Et donc, par rapport à ça, je crois que il appartient, n'est-ce pas, à l'opposition de s'organiser correctement pour que les aspirations des populations soient prises en compte dans le cadre électoral. Si, entre-temps, le code électoral actuel
passe à la relecture, comme le recommande l'Église catholique. Alors, quel signe pour que ce code électoral puisse passer vraiment à cette relecture-là? Est-ce que ce vœu exprimé par la conférence épiscopale et bien sûr le colloque, on va dire, puisse être acté? Oui, les signes, je pense que on l'avait aussi déjà abordé un peu dans le début de l'émission. Vous voyez déjà même les émissaires au B26 aussi le souhaitent. Si ceux-là appellent à la révision du code, alors que nous savons que c'est le camp le plus proche du président de la République. C'est quelqu'un qui a même des députés, qui a des ministres. Donc, nous sommes, on peut au moins nous dire que oui, il y a possibilité qu'il y ait la révision. Et au-delà de tout, l'autre signe, c'est que c'est les députés eux-mêmes qui sont là, qui peuvent au moins se rendre compte que eux-mêmes, c'est un trou qu'ils ont creusé dans lequel ils risquent eux-mêmes de tomber. Donc, c'est dire que quand ils vont se rendre compte que c'est un risque pour eux c'est un grand risque, ils peuvent finir leur carrière à cause de ce code-là. Ils peuvent aussi revoir les choses. Quand on parle de 20%, quand eux-mêmes ils analysent, ils vont sur le terrain, ils savent ce qui se passe. Donc, ils ont tellement forcé, ils ont tellement corsé les choses. Et je voulais même dire, je voulais aborder un point, quand il parlait de l'alternance. En fait, l'alternance, ce n'est même pas à cause du bilan du président de la République parfois, qui fait qu'il y a alternance. Nous, on est habitués à changer. Tu peux avoir bien fait. Tu peux avoir fait tout ce qu'il y a de beau. Si tu as fait 10 ans, nous, on veut encore de nouveau. Ce n'est pas parce que Patrice Talon a fait beaucoup de choses. Ce n'est pas parce que Patrice Talon a construit des rues. Ce n'est pas parce qu'il a construit des beaux marchés qu'aujourd'hui, le peuple va continuer toujours. Non, c'est la nature, c'est le naturel du Béninois. On a envie de toujours voir de nouveau. On veut aller plus, on en veut plus. Exactement. Donc aussi, je voulais dire que même si le peuple ne choisissait pas le candidat de Patrice Talon, ce n'est pas parce qu'il n'a pas bien fait. Laissons son bilan. Mais on a soif de voir du nouveau. Donc, au vu de tout cela, je pense que s'il entre en lui-même, il peut décider, il peut vraiment encourager lui-même la révision de la Constitution. Et vous savez, l'autre plan aussi, c'est qu'il peut finir par ne pas avoir de dauphin. On ne sait jamais. Il peut finir par ne pas avoir de dauphin. Ça aussi, c'est un schéma plausible. C'est un autre schéma. Et ce n'est pas comme s'il n'en aura pas officiellement. Mais peut-être officieusement, il va toujours, c'est un homme politique quand même. On sait qu'il a été, il a été derrière les présidents élus depuis des années. Donc, c'est possible qu'il se range encore de cette façon dans la discrétion, parce qu'il se dit que s'il lève le doigt pour dire que c'est telle personne, le peuple ne va pas le choisir. Donc, il fabrique quelqu'un et il finance sa campagne, il fait tout. Et on ne sait pas. Donc, sachez que quand on dit que les plans, c'est de A jusqu'à Z, c'est possible. D'accord. Voilà. Alphonse Moïtsoulé, pour clore ce débat, quel sort vous pensez que le président de la République, la mouvance, va réserver aux actes ou à cette recommandation du clergé de relire le code électoral? Est-ce que vous voyez Patrice Talon se plier à cette demande? Non, le clergé n'a pas été le premier à en parler. Quand on a fini de voter ce code, ceux qui ont lu le code, moi je l'ai déjà dit, il faut ce n'est pas rassembleur. Au B26, vous savez, certains même disent que le code a été taillé sur mesure. C'est taillé sur mesure et tel que c'est fait, je crois que les députés sont en train de chercher entre eux-mêmes des stratégies pour corriger ça. Sinon, ils vont perdre. Et tous, ils vont perdre. C'est-à-dire que c'est comme un renouvellement systématique de la classe politique. C'est comme un renouvellement systématique de la classe politique et on va perpétuer le régime Patrice Talon. C'est clair, il faut que les gens, parce que nous, on ne fait pas la politique, mais nous, on observe. Il faut faire attention. Mais je dis une chose, il y a des lois qui ont été votées. Bon, vous savez, il y a une loi, je ne sais pas si c'est le code pénal, il y a une loi qui a été votée qui dit si vous, en tant que
agent permanent de l'État, c'est vous qui avez fait perdre de l'argent à l'État et vous allez payer de votre propre poche. Donc, en Patrice Talon va partir ceux qui ont fait le zèle et qui ont pris des décisions pour fermer les sociétés des autres. Le jour on va signer l'État, on dit que c'est celui qui est responsable qui va payer. Je voudrais rappeler ça à tous nos cadres, qu'ils n'ont qu'à prendre toutes les décisions qui les arrangent, hein. Mais quand quelqu'un va saisir la justice, c'est eux-mêmes qui ont fait voter la loi. Si c'est ma société que vous avez détruite, que la justice dit de me payer 2 milliards, c'est vous qui allez me payer l'argent, c'est pas l'État. Donc, je voudrais leur rappeler ça parce qu'apparemment, en posant les actes, parce qu'il a bien dit, hein, Patrice Talon peut ne plus choisir un dauphin et attention, mais checker quoi. C'est-à-dire que, agir, surgir et disparaître. Ça, vous connaissez. Ça va se réaliser finalement. Politique là, agir, surgir, agir et disparaître. Et quand il va disparaître, ceux qui ont fait le zèle, ceux qui ont fait, qui ont été plus glorieux que le roi, comme je le dis souvent, chacun va payer pour son péché. Merci beaucoup, chers confrères, chers débatteurs. Nous clôturons ainsi le premier sujet pour aborder le deuxième. Les deux anciens chefs d'État, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, sont allés et ont pu rencontrer, et bien sûr, le général Tiani, celui-là même qui n'a pas cru devoir certainement s'ouvrir au président Patrice Talon, ni accueillir son envoyé spécial à la personne du ministre Seydou Samoa Dambi. Il s'ouvre finalement aux anciens chefs d'État. Quelle lecture on peut faire de cet acte? Non, ceux qui suivent les chaînes nigériennes comme moi, les Nigériens avaient dit on ne négociera pas avec le Bénin tant que Patrice Talon est au pouvoir. On n'ouvrira pas la frontière tant que Patrice Talon est au pouvoir. C'est ça la réalité. Et j'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est vraiment un problème? Bon, on a creusé, on sait pourquoi il tient ce discours-là. Moi, je suis heureux que Patrice Talon ait permis aux deux anciens présidents. Parce que s'il n'avait pas donné sa bénédiction, il ne pouvait pas y aller. On n'en sait rien, mais ce qui est sûr, ils sont partis, ils ont été reçus par Tiani, ils ont discuté, et ce qui m'a encore enchanté, c'est qu'à la fin de la rencontre, il n'y a pas eu un communiqué final. C'est déjà bon. Et parce que j'ai dit, ces problèmes-là, on ne les règle pas sur la place publique. Et j'ai déjà vu des gens dire des conneries, moi j'appelle ça conneries. On est tous allés à l'école. Si ce n'est pas Patrice Talon qui souffre dans cette affaire. Ce n'est pas Tiani qui souffre dans cette affaire. Quand on dit fermeture de frontières, nous avons des parents de part et d'autre dont les activités sont ralenties. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes propriétaire de camion. Vous n'arrivez plus vous êtes transporteur, vous avez plusieurs camions. Vous n'arrivez plus à transporter les marchandises. Vous libérez votre chauffeur, vous libérez les chargeurs, vous libérez tout le monde. Parce que il faut qu'il y ait de la marchandise pour qu'on puisse parler de chauffeur, qu'on puisse parler de chargeur. Donc, il y a des dégâts, collatéraux. Mis en danger. Donc, ce ne sont pas les hommes politiques qui souffrent, ce sont les petites populations qui ne peuvent plus faire les affaires. J'ai dit, on ne choisit pas son voisin. Le Niger ne peut pas dire je ne veux pas être voisin du Bénin. Le Bénin non plus ne peut dire je ne veux pas être voisin du Niger. Nous sommes obligés de collaborer. Et quand il y a, vous savez, ce qui a envenimé la situation, action-réaction, action-réaction. J'attends certainement que les deux présidents vont rencontrer Patrice Talon pour lui rendre compte des exigences en griffe de Tiani. Une mission qui n'a pas commandé. Non, à un moment donné, vous savez, à un moment donné, il faut qu'on soit observateur. Vous avez vu le Nigeria, quand avec Tinubu, la CEDEAO dit qu'il faut fermer la frontière. Vous savez que le peuple Haoussa est un peuple qu'on retrouve au Niger et au Nigeria. Vous avez vu comment ils ont fait le déplacement rapidement pour aller voir Tinubu et puis bon, ils ont fléchi la position de Tinubu par rapport au Niger. C'est comme ça. L'Union islamique du Bénin avait proposé ses bons offices pour régler ça. J'ai dit sur un plateau que bon, les gens ne veulent pas que Boni Yayi et Soglo fassent le déplacement parce qu'il y a un gain politique. Celui qui va aider à résoudre ce différend avec le Niger, c'est un gain politique. Il devient héros et désormais on m'a dit, ben voilà. Donc c'est ça que c'est grâce à eux, non, au-delà de... Alors qu'il faut voir plutôt le problème réglé. Au-delà des intérêts personnels. Le Bénin et le Niger ne peut pas se faire éternellement cette guerre-là. Non, il faut arrêter ça. Et je crois que la démarche, elle est bonne. On attend les jours à venir, les décisions qui seront prises parce qu'eux, ils doivent rendre compte au président Patrice Talon. Peut-être qu'il va se décider à faire un voyage vers
Tchani, discuter. Moi, je suis déjà heureux que les 3 Nigériens soient libérés. Dans leur pays, ils sont devenus des héros. Ils ont été même décorés au Conseil des ministres. Donc, peut-être que quand le président Soglo et Bolivie vont rendre compte au chef de l'État, de discussion en discussion, bon, chacun va avaler sa fierté et il va faire le déplacement vers Tchani. On ne demande que ça, ou bien c'est peut-être le mouvement contre Tchani peut décider de venir au Bénin, pourquoi pas? Manuel Tambéré. Oui, bon, c'est presque la même lecture que nous faisons de la situation. Nous sommes quand même toutefois heureux de voir quand même qu'il y a toujours des démarches qui sont en cours. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui se font. Et nous souhaitons, tout ce que nous souhaitons, vraiment, c'est vraiment que ces frontières-là soient ouvertes pour permettre à ces populations-là de retrouver leur vie. Si déjà, ici, c'est des fonctionnaires qui ont perdu leur emploi, et qu'au nord, c'est des cultivateurs qui ne peuvent plus, des commerçants qui ne peuvent plus échanger, c'est que le Bénin finit par s'étouffer par des difficultés. Et pas seulement au Bénin, même au Niger aussi. Les échanges économiques à ce niveau-là sont de part et d'autre. Donc, je pense que nous sommes déjà contents de la démarche. Et ce qu'il faut encore encourager et féliciter, c'est que Boni n'est pas allé là-bas en tant que président des démocrates. Donc, toutefois, on dit les anciens chefs de l'État. Les anciens chefs de l'État, je suis content de voir quand même qu'on ne colle pas d'étiquette de président de parti politique pour qu'on ne dise pas que, bon, on est en train de chercher de l'audience pour un parti politique. Donc, déjà, cet aspect-là peut être secondaire ou même autre chose, mais laissons cela et voyons l'urgence actuelle. L'urgence, c'est que les 2 pays trouvent un terrain d'entente pour apaiser la souffrance des populations. Parce que les 2 éléphants n'ont pas faim. C'est les populations, c'est eux qui ont faim. Et ça, vraiment, il faut qu'ils se rendent compte de ça. Aujourd'hui, si vous allez à Malanville, je suis sûr que vous verrez que ce n'est pas du tout la joie. Parce qu'ils vivent aux dépens de Gaïa, de leur échange avec le Niger. Et c'est la même chose. Vous avez vu, à un moment donné, je crois c'est le maire de Gaïa qui est venu à Malanville et on l'a sauté. Donc, ça veut dire que même là-bas aussi, la population de là-bas, ça ne va pas. Lui, il est avec sa population, il voit ce qui se passe, il voit ce qu'ils ont dû. Et même des élus, je vais dire que ils deviennent comptables de cette situation-là sur leur bilan, parce que quand on parlera de la période où c'est arrivé, on va toujours attacher à leur gouvernance aussi. Donc, quelque part, que vraiment les chefs de l'État, les 2 chefs de l'État, au-delà de leur, leur guerre personnelle, de leur guerre, on ne sait pas du tout le vrai fond, mais qu'ils pensent un peu à leur population, qu'on lève les sanctions, qu'on ouvre les frontières pour faciliter les échanges. Les solutions on essaie de trouver les solutions par-ci, par-là. Ce qui m'étonne même, c'est pourquoi, ça veut dire que du côté aérien, je ne sais même pas comment les chefs de l'État ils ont dû faire escale avant d'aller à Niamey. J'ai voulu même avoir l'itinéraire de ce voyage-là pour savoir comment ça se fait maintenant. Mais c'est par avion. Oui, mais si c'est par avion, ça veut dire que c'est Cotonou-Niamey directement, il y a un problème. Quand on ferme une frontière, c'est que vous fermez jusqu'en haut. On ferme la frontière aérienne aussi. Il faut fermer, oui. Donc, il y a des échanges, il y a des Nigériens qui viennent pour des missions. Il y a comment? Ça veut dire qu'au-delà de... quand ça touche à leur intérêt, il y a quand même passage. Ah oui. Mais on bloque le passage à la population. La frontière fermée, là, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. C'est la population qui souffre. Eux-mêmes, quand ils ont besoin, ils savent comment sauter comment on appelle la frontière. Et on laisse la population. Ils n'ont qu'à venir, que Talon aille à Malanville, que Tchani vienne à Gaïa pour voir un peu comment les populations vivent et voir la peine de ces populations-là. Les véhicules, les camions qui ne bougent plus, on va encore les demander de payer la TVM. On va les demander de payer alors qu'ils n'ont pas travaillé. Comment ils vont trouver cet argent-là? C'est triste, quoi. C'est bien d'aspects intéressants que vous soulevez, dont il faudra vraiment tenir compte. Non, je crois que la médiation... Oui, je crois que la médiation Talon, la médiation, j'allais dire, Yayi, Tsoglo, je me pose des questions. Je m'interroge sur la dimension fructueuse
de cette médiation. Pour autant, faut-il rejoindre les dandys de la pleurnicherie? Je crois que la réponse est non. Il faut se réjouir tout simplement de cette médiation. Est-ce qu'elle est officielle? À ce niveau aussi, il faut se poser des questions. Est-ce qu'ils vont rendre compte au chef de l'État? Bon, je ne sais pas. Donc, qu'est-ce que vous appelez officiel? Est-ce qu'il devrait recevoir, comment dirais-je, la mission du chef de l'État, le président Patrice Talon, avant de se rendre là-bas? Ou qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Mais puis c'est cela que nous avons tout le temps déploré ici. Les autres se sont comportés, n'est-ce pas, en mercenaires, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, ils ont infiltré. Oui, cela a été fait de façon officieuse. Tous les voyages, les infiltrations qu'on a dénichées, tout ça ici a été fait de façon officieuse. Et donc, c'est cela d'ailleurs qui a conduit à arrêter des Nigériens et passer devant la criette. Et puis finalement, on les condamne par celui-ci et puis finalement, on les libère. Et donc, il faut que cela se fasse de façon officielle. Est-ce que c'est une mission officielle? Bon, là, à ce niveau, il y a un gros point d'interrogation. Vous avez entendu quand même, vous avez lu le communiqué des deux présidents qui ont décidé d'aller au Nigeria. Ils ont rendu public le contenu de cette mission. Oui, est-ce que cela a reçu le sceau de l'État? Encore moins du chef de l'État. Bon, à ce niveau, rien à dire. Hein. Donc, dans tous les cas, il faut se réjouir de cette mission et espérer que cela prospère. Mais dans le contexte actuel, je ne crois pas que cela puisse prospérer outre mesure, étant donné que le Niger, en dépit de tout ce qui est fait, n'est-ce pas, toutes les concessions que le Bénin fait ne bougent pas jusqu'à présent, ne fait pas bouger les lignes. Et donc, je crois que l'aîné l'a rappelé tout à l'heure, les Nigériens, en tout cas la junte au pouvoir, ne veut plus discuter avec Patrice Talon. Il n'est pas en odeur de sainteté avec la junte. Comment est-ce que cela va se faire? Même si la médiation Nicéphore Soglo et Yahi parvenaient à obtenir quelque chose, comment est-ce que cela pourra être mis en musique? Comment est-ce que cela pourra être acté? À ce niveau aussi, il faut se poser des questions. Et donc, dans tous les cas de figure, il faut prier pour que les relations entre le Bénin et le Niger puissent se rétablir le plus rapidement que possible. Alors, Alphonse Moïse-Soudé, une question quand même. Hein, tout est brumeux. On ne sait pas franchement sur à quoi aboutit, et bien sûr, ce déplacement des deux anciens présidents. Non, moi, je suis optimiste. Hein, je suis optimiste. À un moment donné, il faut avaler sa fierté, parce que on a démontré que ce n'est pas le chef de l'État qui souffre, ce n'est pas Tiani qui souffre, ce sont les paisibles populations qui sont bloquées dans les activités commerciales. Donc, si vous ne voulez pas soulever la révolte de votre peuple de part et d'autre au Niger, il faudrait qu'on craigne la révolte. Au Bénin, il faut qu'on craigne la révolte, parce qu'il y a des gens qui vont dire un jour, il y en a marre, quoi. Il y en a marre de souffrir, je peux plus faire mes activités. Ça fait 1 an. La frontière est fermée en juillet, ça fera 1 an. Ça pose problème. Il y a des gens qui sont à la maison, ils travaillent plus parce que le patron dit, écoute, tu es chauffeur, mais les camions ne sont super. Moi, un transporteur nigérien m'a dit, écoutez, les avaries, c'est pas à pas égal, hein. Le client vous dit non, je vais déduire les avaries de ce que je vous dois. Et les gens conduisent, ils vont là-bas, ils reviennent les mains vides, parce que quand on fait la compensation, c'est que ce que tu dois prendre, ça équivaut au coût des avaries. Donc, il y a beaucoup de gens aujourd'hui sont exacerbés. Et quand faut pas pousser le bouchon encore trop loin. Donc, je dis, nous avons tous intérêt à ce que ça se calme. Vous avez des Nigériens qui sont nés au Bénin depuis des années, qui sont pratiquement naturalisés béninois. Il y a des Béninois qui ont la double nationalité, qui sont Nigériens, qui vivent là-bas. Donc, c'est pas la peine. Moi, j'ai la certitude, hein, que le travail fait par ces deux anciens présidents va porter ses fruits, et puis on va fumer le calumet de la paix. On va, d'ici le jour où ça va faire 1 an, tout serait déjà réglé. Les présidents ils savent comment ça se règle. Ils ont le labyrinthe de négociation. Le reste, comme je le dis, il faudrait que les hommes politiques béninois comme Nigériens cessent de mettre l'huile sur le feu. Des gens qui ont trouvé que, bon, je vais pas répéter des conneries que j'ai lues quelque part. Il faut éviter ça. Parce que pourquoi les gens ne veulent pas qu'on s'entende? Pourquoi? Il faut qu'on s'entende.
ensemble, c'est la main dans la main que nous allons lutter contre le djihadisme. C'est ça la réalité. Si nous sommes en rang dispersé, bon, le Niger aujourd'hui dit que on a saboté son pipeline, c'est ce qu'il craignait par rapport à la fermeture des frontières qui est arrivée. Bon, je dis non, écoutez, donnons la main dans la main, passons à nos peuples, parce que le chef de l'État béninois est en train d'aller vers la fin de son mandat. Il faut que cette tâche-là soit nettoyée. Il faut que cette tâche-là soit nettoyée parce que c'est sous son magistère que nous avons eu des problèmes avec le Nigeria. Ouais. Et puis, c'est pas la joie avec notre voisin, le Togolais. Donc, il faut que, en partant, qu'il nous laisse de bons rapports de voisinage. Oh. Et nous avons des Béninois, des parents à Lomé, les Togolais des parents ici, les Béninois des parents à Badagry au Nigeria, et puis les Nigérians des parents ici. Donc, il faut qu'on s'entende mieux avec les voisins. Je souhaiterais que, avant la fin de son second, je dirais pas deuxième, je dirais second quinquennat, que il nous laisse le pays tel qu'il a vu, c'est-à-dire la bonne ambiance. Le Bénin ne veut pas forcément acheter une caisse. Pour lui, c'est d'être à l'aise avec son voisin, avoir 2 repas par jour, avoir le moyen d'envoyer son enfant à l'école, aux soins, et puis le reste. Vous pouvez construire des châteaux en Espagne, c'est pas son problème. Mais ce qui lui revient de droit, il faut le lui permettre. Les commerçants ont besoin de faire des chiffres d'affaires pour nourrir leur famille, parce que quand les chauffeurs, les chargeurs n'ont plus de boulot, vous savez qu'ils vont devenir des délinquants. Et là, on va encore parler de problèmes d'insécurité. L'un appelle l'autre, donc il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on avale nos fiertés, il faut qu'on avale nos orgueils pour penser aux intérêts supérieurs de la nation. C'est bien dommage que nous en sommes, n'est-ce pas, arrivés là. Parce que, vous savez, le vivre ensemble sur le plan national, là, du plan d'année, là, beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc, c'est bien dommage que cela soit étendu jusque chez nos circonvoisins. Et donc, quand il s'agit, n'est-ce pas, de la vie nationale, je crois que nous devons transcender, n'est-ce pas, nos différends, nos querelles intestines, et puis, pour que chacun joue sa partition et faire en sorte que les choses soient, n'est-ce pas, se renouent de plus belle. Et donc, à ce niveau-là, je crois que je veux aussi souhaiter que cette médiation-là prospère et que Patrice Talon puisse effacer cette tâche, comme l'a dit Moïse Soudé. Merci, Chola Djiguin. Allez, l'honneur vous revient de clôturer ce débat. Merci beaucoup. Donc, tout ce qu'on veut, c'est le minimum pour être un citoyen qui n'a pas à commander. Donc, c'est pour ça que nous souhaitons que les relations s'apaisent, que les voisins puissent, sinon, ce n'est pas les voisins, les frères, puissent commencer par se fréquenter à nouveau et échanger à nouveau, et voilà, que l'ambiance qui régnait continue de régner. Effectivement, le président de la République béninoise a ce défi de rétablir les liens avec tous les voisins avant de partir, parce qu'il est venu nous voir avec les bonnes relations. Donc, qu'il parte en nous laissant de bonnes relations avec aussi nos voisins. Et c'est un défi pour lui. Il faut qu'il le fasse. C'est un compétiteur, il va le faire avant de partir. Merci. Merci à vous, chers débatteurs. Lichola Djiguin, directeur de publication du journal Providential News, Alphonse Moïse-Soudé, analyse politique patentée, légendaire s'il en est, s'il faut l'affirmer encore, tant au plan national qu'international, il faut le dire. Et ce n'est pas du tout, superfétatoire. Emmanuel Tambéré, j'allais oublier, il est activiste sur les réseaux sociaux. Merci à chacun et à tous d'être venus débattre, et bien sûr de ces sujets importants au plan national et international. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody, c'est le pied.